De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Et les petits porteurs, ils regardent ça de loin et le seul truc où ils avaient accès jusqu'à présent, c'était du crowdfunding. Donc c'est un truc pourri où les dossiers sont fatigués et en attendant, il y a de la licorne qui se crée. Et ce que je peux t'assurer, c'est qu'il n'y a pas eu de licorne sur le crowdfunding, quoi, tu vois. On dit souvent que l'argent fait pas le bonheur, etc. Moi, je pense surtout que l'argent fait pas le bonheur des riches, mais qui fait celui des pauvres. Les investisseurs faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a des startups en 2021-2022 qui faisaient 10-20 millions de chiffre d'affaires, qui étaient valorisés 4 milliards. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Tu le sais, on explore sur ce podcast tous les leviers qui permettent de construire un patrimoine intelligemment, efficacement, face à toutes les contraintes d'une vie bien remplie. Et si on était passé à côté du pilier d'enrichissement le plus efficace ? C'est ce que je me suis demandé en préparant cet épisode, car il y a en effet une classe d'actifs dont on n'a pas encore parlé sur le podcast jusqu'à présent, et dont le retour sur investissement ne s'énonce pas en pourcentage, mais en multiple de la mise de départ. Je te parle ici de l'investissement dans les startups, ces entreprises nouvellement créées avec des fortes ambitions de croissance au travers en général d'une offre disruptive sur un marché donné. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Bourbon cette semaine sur le podcast. Tu connais peut-être Anthony par son passé d'entrepreneur à succès, fondateur de Feed, avec un destin improbable, une énergie, une envie de réussir qui l'amène à intégrer le groupe de jurés de l'émission Qui veut être mon associé sur M6, un remake de Shark Tank pour les connaisseurs. Tu connais peut-être moins son histoire dans l'investissement en start-up, dont il s'est fait la spécialité ces dernières années. Anthony vient d'ailleurs de créer un club d'investisseurs qui s'appelle Blast Club, avec pour objectif de démocratiser l'investissement dans les startups et de permettre aux investisseurs particuliers de prendre part à des levées de fonds d'usage assez confidentiel. Au cours de la conversation, on verra comment Anthony en est venu à investir dans les startups, pourquoi c'est la classe d'actifs qu'il préfère sur toutes les autres, y compris l'immobilier, sur quel secteur et quel type de startup se diriger en fonction de son aversion au risque, comment réaliser ses gains et de quelle manière se créer de la liquidité sans attendre l'introduction en bourse. Quel est le degré d'implication aussi avec les dirigeants et pourquoi il n'est pas nécessaire de maîtriser parfaitement les business dans lesquels on investit. À quel multiple s'attendre pour une sortie et à quel horizon. Anthony t'explique enfin comment fonctionne la plateforme Blast Club, comment il répond selon lui aux problématiques dont on parle ici. Et si tu veux rejoindre Blast Club, tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. Bref, si le monde des startups te paraît obscur, prépare-toi à apprendre, car tu l'entendras, Anthony est aussi transparent sur ses investissements qu'il est enthousiaste quand il part du sujet. Et avant de démarrer, je voulais, comme chaque semaine, remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou les messages sur les réseaux. Merci à It's My View pour le beau commentaire sur Apple Podcasts cette semaine. C'est très sympa. Et puis un petit bonjour à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en physique et en personne au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux le week-end dernier. C'était top de pouvoir se retrouver entre investisseurs, entrepreneurs, en vrai, après le confinement. Je t'invite enfin à me proposer tes idées de thèmes à creuser et d'inviter à recevoir pour les futurs épisodes au travers du menu « Laissez-moi un message » qui est sur le site investisseur avec un s40.com. Je m'en inspirerai et te répondrai sans faute.
Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur les startups avec Anthony. C'est parti. Salut Anthony, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi et ça me fait plaisir que tu sois là parce que je voulais aborder avec toi un thème sur le podcast qui était un peu plus sur l'investissement un peu dans les startups. C'est un thème qu'on n'avait pas forcément couvert sur le podcast jusqu'à présent et donc voilà, c'était un petit peu la but de ton passage, ce que je te proposais de traiter aujourd'hui. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore? Yes, je m'appelle Anthony Bourbon, j'ai 34 ans maintenant et j'ai beaucoup bossé dans les startups, notamment j'ai lancé une boîte qui s'appelle Feed, F-E-E-D, qui fait de la nutrition pour tous les moments de la journée dans des formats pratiques, équilibrés, avec des formulations qui vont être véganes, sans gluten, sans lactose, sans OGM. On a commencé avec des repas complets en bar ou en bouteille et après on a ouvert vers du snacking sain, donc des snackings protéinés avec très peu de sucre pour les sportifs. Et ça a bien fonctionné, on a levé 30 millions d'euros, on a ouvert 50 pays. Ça a été une croissance très rapide et en parallèle de cette aventure, j'ai eu la chance de pouvoir investir dans plein de startups parce qu'elles venaient me voir en me disant on a vu que tu avais levé beaucoup d'argent, on sait que tu connais bien l'écosystème, on aimerait que tu nous conseilles. Et petit à petit, en plus de les conseiller, j'ai fait leur tour de table, j'ai investi mon argent. Des amis se sont greffés autour de moi sur ces tours de table et au final, on a eu de plus en plus de dossiers, de plus en plus de personnes qui voulaient investir à mes côtés, des professionnels, des footballeurs, des tennisman, des avocats. Et c'était de manière artisanale au début, mais ça me demandait beaucoup de temps et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, on va déployer un club qui va s'appeler Blast de manière à pouvoir automatiser tout ça, tout en permettant aux gens qui n'ont pas l'habitude de cet écosystème de pouvoir investir à nos côtés. Pourquoi ? Parce que je viens d'un milieu très simple, on va dire. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. À l'âge de 16-17 ans, j'étais dans la rue parce que mon père était violent, c'était un peu un cassos. Et du coup, j'ai été très vite confronté à la réalité de la vie et aux inégalités surtout des chances. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, de voir qu'en fonction de ta naissance, ton destin allait fortement être impacté. Pour ceux qui connaissent IAM, c'est pas né sous la même étoile. C'est exactement la chanson, tu vois, c'est les paroles, c'est exactement ça. Et du coup, si je peux aujourd'hui, au-delà de critiquer le système, au-delà de le stigmatiser, ce que tout le monde peut faire, apporter des solutions et faire en sorte que des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des gros tickets dans les startups ou les gens qui n'ont pas forcément les contacts pour lancer leur propre startup, si on peut et les aider à investir et aider les entrepreneurs à se lancer en investissant chez eux, j'ai l'impression de donner du sens à tout ce que je fais. Donc voilà un peu pour mon quotidien, en sachant qu'évidemment j'ai lancé pas mal d'associations. J'ai une fondation qui c'est un fonds de dotation pour être précis qui s'appelait le Feedback. On vient en aide aux jeunes qui ont pas forcément les moyens de faire leurs études. On donne pas mal d'argent, pas mal de temps et donc c'est important pour nous de toujours avoir cette initiative de feedback, tu vois, de donner, de renvoyer l'ascenseur, non pas parce que ça donne une belle image, mais à la fois parce qu'on a un impact sur l'écosystème qui nous entoure, mais aussi parce que ça nous fait du bien à nous et qu'en aidant les autres, c'est aussi une manière de se guérir soi-même. D'accord. Est-ce que justement on va venir plus précisément en fait parce qu'il y a plein de questions à te poser sur l'investissement en startup en tant que tel en fait et c'est vrai que t'es vraiment riche d'expérience là-dedans. Mais peut-être juste en préambule, commencer par raconter ton parcours aussi de entrepreneur et investisseur en fait. Parce que tu disais que ça s'est fait en parallèle en fait de ton de la création de ton entreprise et du développement fort de cette entreprise Feed. Comment ça s'est articulé et comment tu vois peut-être le côté investissement et le côté entrepreneuriat parce que la ligne est un petit peu fine entre les deux finalement. Comment ça s'est articulé chez toi? Ouais, c'est très proche, hein, tu as raison, et c'est parce que je pense avoir été un bon entrepreneur que je pourrais devenir un bon investisseur, dans le sens où tu sais ce qui va attendre les entrepreneurs qui viennent dans ton bureau quand tu l'as déjà fait. Donc tu connais les erreurs, tu connais les risques, tu sais ce que ça demande comme résilience, comme abnégation, et souvent les investisseurs ne sont pas des entrepreneurs. Tu vois, en tout cas, quand tu regardes les VC, donc les investisseurs professionnels, ils ont pas monté de boîte. Ou alors, la plupart, c'est des gens qui ont loupé leur boîte, tu vois. Et du coup, c'est toujours important. On a besoin des VC, attention, je dis pas qu'ils servent à rien, mais on a besoin aussi dans un board, dans un conseil d'administration,
dans ce qu'on appelle la cap table, donc dans sa table de capitalisation, des gens qui ont parcouru le même chemin avant toi, de manière à ce qu'ils puissent te guider, t'aider, te conseiller, te supporter, sans jamais t'imposer de décision, parce qu'un investisseur, il est là pour accompagner, challenger, créer un effet ping-pong. Et même s'il sait que l'entrepreneur va faire une connerie, il lui dit, mais si l'entrepreneur veut y aller, il faut qu'il y aille, parce que l'investisseur est pas là pour diriger l'entreprise. Tu vois, il a vraiment un rôle de soutien et de support. Et ça arrive aussi de financer l'échec. Et financer l'échec, c'est une partie du métier. Et quelqu'un qui échoue, ça m'est arrivé plein de fois, réussira peut-être la fois d'après. Donc, toujours être en soutien et du coup avoir vécu ces moments très compliqués de l'entrepreneuriat me permettent aussi aujourd'hui d'être investisseur, en sachant qu'avavec Blast, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment la double casquette, parce qu'au final, c'est un projet entrepreneurial d'investissement. Donc, c'est un projet, c'est une société qu'on lance, mais c'est une société qui va faire de l'investissement. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes et c'est un plaisir incroyable, et c'est pas cliché, mais on dit souvent qu'il faut vivre de ses passions, etc. Mais là, c'est vraiment ce que je fais en alignant les planètes. Mon hobby de ces 5 dernières années, le week-end, c'est d'investir dans des startups, les analyser, faire des due diligence, les auditer, me renseigner sur plein de verticales différentes, rassembler des gens autour de moi pour investir rapidement dans des tours de table, négocier les valorisations, évidemment gagner beaucoup d'argent. Et là, c'est ce que je propose avec Blast. Donc honnêtement, c'est trop cool et je suis ravi d'avoir pu mêler l'argent, parce qu'au final, l'argent c'est très important pour moi, mais aussi pour l'humain en général. Je pense que l'argent c'est quelque chose de clé, qu'il faut pas en avoir honte, et que on dit souvent que l'argent fait pas le bonheur, etc. Moi, je pense surtout que l'argent fait pas le bonheur des riches, mais qui fait celui des pauvres. Et que l'argent, tu vois, ça fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas ton assiette non plus. Donc moi, j'ai aucun problème à dire que j'adore l'argent, même si j'en suis complètement détaché. C'est-à-dire que j'adore gagner, mais c'est presque par défi et par goût de la liberté, mais je suis pas du tout du genre à avoir 5 voitures, à m'acheter des fringues à je sais pas combien. Je vis très simplement, et donc c'est pour ça que j'ai un rapport sain avec l'argent. Je l'aime, mais sans en être dépendant, et je pense que c'est le bon équilibre pour pouvoir être motivé sans être non plus devenir, tu vois, le bœuf qui veut simplement de l'argent et qui est obsédé par le chiffre. Moi, ce que je veux, c'est avoir un impact maximum, et l'argent est un levier, en fait, pour aller chercher ma mission. Ma mission de vie, tu l'as compris, c'est remettre la méritocratie au cœur de la société et faire en sorte que tout le monde puisse réussir. Et c'est exactement ce qu'on propose avec le Blast Club. Quand tu as commencé, en fait, donc tu avais cette force, en fait, vraiment volonté de te construire, de réussir et finalement de créer du capital, parce que tu as compris que c'était ça qui pouvait faire créer de l'impact, en fait, tu viens de le dire. Et ça, c'est très évident, enfin, dans toutes les interviews, dans ton livre également. C'est très clair. Et comment, à partir du moment où tu as eu vraiment cette forte envie de décoller, de construire quelque chose, tu t'es dit que justement, toutes les actifs d'investissement, les secteurs dans lesquels tu vas investir, l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais une idée déjà définie de comment chaque pilier allait s'organiser pour te permettre de step up, tu vois? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais tenter ça, on va voir all-in là-dessus, et puis, ça décolle, c'est bien, sinon, comment est-ce que, dans ta réflexion, on s'est articulé? Déjà, j'ai pas eu trop le choix, parce que comme j'étais à la rue jeune, j'ai compris très vite l'importance de l'argent, et j'ai observé à quel point les gens te jugeaient quand t'en avais pas, tu vois. Et c'est-à-dire que quand t'es à la fac de droit et que tu vois ceux qui ont toujours les vêtements qui vont bien, qui ont arrivé avec une jolie voiture, qui peuvent s'acheter ce qu'ils veulent entre midi et 2 pour manger, le regard des gens m'a toujours perturbé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me méfie vraiment des gens qui vont m'adorer, m'envoyer des messages pour me dire que c'est incroyable, parce que je sais que ces personnes-là, à l'époque, m'auraient même pas adressé la parole. Donc déjà, il faut rester très froid vis-à-vis de la réussite et de l'argent. Et une fois que j'avais compris l'importance de l'argent dans la société et le respect que ça pouvait t'amener de la part des autres, même si c'est un respect superficiel, ça reste du respect, je me suis dit, il faut que j'arrive à être bon dans ce que je vais faire pour pouvoir me différencier des autres, parce que j'ai tellement pas de contact, tellement pas d'argent, tellement rien, que il faut juste que je sois meilleur. Et donc j'ai commencé toujours par des niches très précises que je maîtrisais à la perfection. Typiquement, à un moment, je vendais des voitures, j'achetais des voitures, je les revendais. Après, je faisais pareil avec les montres, et je me spécialisais dans un modèle de voiture très précis. C'est-à-dire que je vendais pas des voitures, je vendais des Audi A6 avant 2 litres .7 TDI,
Avant, c'est les breaks, c'est la terminologie pour dire que c'est un break. Et je prenais que cette voiture et je la défonçais par cœur et je savais exactement comment elle fonctionnait, quel était le prix, le kilométrage, l'année. Et ce qui fait que très vite, je pouvais réagir quand il y avait des nouvelles offres qui arrivaient sur le Bon Coin. Je me positionnais, je prenais le train le lendemain, je me tapais 5 heures de train aller, 8 heures de voiture retour et je la revendais plus cher à Bordeaux, etc., etc. Et j'ai toujours eu ce fonctionnement d'être un expert et d'apprendre énormément. C'est un peu la règle des 10 000 heures. C'est-à-dire que tant que t'as pas passé 10 000 heures sur un sujet, c'est que t'es pas un expert. Et une fois que t'as fait tes 10 000 heures, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Je pense aujourd'hui, honnêtement, que la meilleure manière de gagner de l'argent pour un jeune qui a rien, c'est de devenir un expert d'une verticale, de créer du contenu avec les réseaux sociaux qui sont explosifs et qui te permettent vraiment avec les algos de toucher du monde. Et une fois que t'as créé une communauté, une fois que t'es légitime, que t'es crédible, que t'as montré que t'étais pas un pigeon et que t'étais pas un bon à rien, là tu peux commencer à vendre un produit. Et c'est ce que je faisais, mais sans les réseaux sociaux en fait à l'époque. Donc j'ai fait ça avec les voitures, après j'ai fait ça avec les montres, après j'ai fait ça avec l'immobilier, etc., etc. Et après évidemment tu diversifies tes risques. J'ai un peu tout essayé. Faut pas avoir peur d'essayer. Tu vois, j'ai pris des vraies douches sur la bourse, sur le Web3 aussi au début, mais à chaque fois du coup ça me permettait d'apprendre et je payais l'apprentissage, c'est-à-dire que quand j'échouais, j'apprenais. Et ça c'est super parce que du coup l'investissement c'est exactement ce qu'on attend de moi, c'est de maîtriser plein de verticales et d'être ouvert et d'avoir une culture générale business, tu vois, qui est large. Et typiquement, moi j'ai investi dans de la food tech, j'ai investi dans de l'assurance tech, dans de la fintech, dans des SaaS, dans le Web3, j'ai investi dans le spatial, j'ai investi dans la pet food, j'ai investi dans la beauté, j'ai investi dans bref, tu vois, j'ai investi dans plein de trucs. Et c'est hyper intéressant parce que ça t'oblige à être au courant de tout ce qui se passe. Et quand tu vois une bonne idée à droite, bah tu peux l'emmener à gauche parce qu'en fait un logiciel d'acquisition veut utiliser une startup qui vend de la beauté, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui vend de la food aussi. Et bref, voilà, j'ai toujours essayé d'être légitime, passionné, et j'ai pas suivi les tendances. C'est-à-dire que ça c'est important aussi, faut pas, tu vois la lumière quelque part, tu dis le Web3 c'est en train d'exploser, vas-y je vais acheter des NFT. Sauf que d'une, tu vas acheter des NFT pourris parce que tu connais rien, et deux, le temps que tu t'y mettes, la vague elle sera déjà passée. Et typiquement c'est ce qui s'est passé là. Il y en a beaucoup qui ont été en crypto, ils se sont dit trop cool, ma tante a gagné, mon oncle, mon truc. Sauf que c'est trop tard. Et c'est Warren Buffett qui disait quand mon chauffeur de taxi me parle d'une action, c'est qu'il est le temps de la vendre, quoi. Il est venu le temps de la vendre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de plan facile. Et donc tu vois les gens qui vont te dire quand tout le monde a acheté, c'est trop tard. Et c'est ça qui est cool avec les startups, c'est qu'en fait, les petits porteurs n'ont pas accès du tout aux startups. Et on est dans cette phase, tu sais, où c'est horrible, hein, mais c'est une réalité. Les élites, et je me considère pas du tout dedans, mais les élites, donc les personnes qui ont fait les grandes écoles, qui ont de l'argent, les richesses industrielles, sont toujours au courant avant nous de ce qui fonctionne. Et les startups, c'est ce que j'observe, ça fait 10 ans que les riches se gavent, mais quand tu regardes les multiples de la verticale, on le met sur notre site internet blast.club, tu compares les rendements des startups versus les rendements de l'immobilier, de la bourse, de ce que tu veux, les actions startups sont loin devant. Parce que c'est encore une niche, et donc en fait il y a énormément d'argent qui est déployé par les élites, et les petits porteurs ils regardent ça de loin, et le seul truc où ils avaient accès jusqu'à présent c'était du crowdfunding, donc c'est un truc pourri, où les dossiers sont fatigués, tu vas acheter des savons, des cookies, enfin des trucs, tu vois, qui sont des PME mais qui sont pas du tout des startups. Et en attendant, il y a de la licorne qui se crée. Et ce que je peux t'assurer, c'est qu'il n'y a pas eu de licorne sur le crowdfunding, quoi, tu vois. Parce qu'au final, si tu te mets sur du crowdfunding, ça te tue ta marque. Parce que ça devient plouc, quoi, tu vois, ça devient c'est pas à la mode, c'est pas hype, et donc les startups elles préfèrent ne pas lever plutôt que de se mettre sur un truc de crowdfunding ou de plateforme, tu vois, un peu bidon, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi le petit porteur, il aurait pas accès à tout ça. Raison 1, parce que il a pas la possibilité de mettre des gros tickets. Aujourd'hui, si tu veux aller en startup et que tu mets pas 30-40 000 euros, personne ne veut de toi. 2, t'as pas accès au dossier parce que t'es pas branché dans l'écosystème. C'est un peu comme l'immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, les vrais bons plans, ils sont pas sur sologer.com ou le Bon Coin. Ils vont être off-market. Ça veut dire qu'il faut parler avec des agents immobiliers, les asset managers, les property managers. Faut avoir un réseau, du contact, parce que les bons plans, on se les passe d'abord entre nous, et ensuite, quand personne n'en veut, on met sur le Bon Coin. Les startups, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on se passe tous les dossiers en off, entre fondateurs. Tout se passe par mail, par WhatsApp. Et une fois que tout le monde a dit non,
Bon, bah, l'entrepreneur, il va faire les plateformes de crowdfunding, il va faire les trucs. C'est quand une fois que tout le monde a dit non, que les autres ont le dossier. Et là, avec le club, bah, tu peux mettre à partir de 1 000 euros. Donc, tu peux investir des tout petits tickets. Et en plus, tu as accès aux meilleurs deals puisque c'est ceux que moi je fais et ceux dans lesquels moi je vais investir. C'est-à-dire que les membres du club investissent à mes côtés. Moi, je suis pas en mode leveur de fonds, tu vois, où je dis aux gens investissez. Moi, je prends un dossier dans lequel je vais rentrer et je dis ce dossier, je le kiffe. Je vais investir dedans. J'ai fait mon audit, ma due diligence. Voilà ce que j'en ai conclu. On fait un live avec les fondateurs en direct avec tous les membres du club et je leur dis voilà, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je montre comment j'ai défini ma stratégie et pourquoi ce dossier m'intéresse. Et après, qui même me suivent. Tu vois, mais chacun doit faire ses audits, ses due diligence. C'est pas du tout un club en mode, il y a un gourou qui dit allez là-bas, il faut aller là-bas. Je veux essayer d'éduquer le consommateur, le particulier, à avoir les bons réflexes. De la même manière que quand tu es en bourse, tu vas pas acheter des trucs au hasard, ben non, tu vas te renseigner, c'est important que tu apprennes à lire un bilan, c'est important que tu apprennes à comprendre le fonctionnement des dividendes, etc. Et bien là, c'est la même chose avec les startups. Et du coup, évidemment, on va, au-delà des investissements qu'on va faire ensemble, faire beaucoup d'événements, on va faire des visios chaque mois pour parler des tendances de fond, on va organiser des événements en présentiel en France pour que les entrepreneurs et les investisseurs puissent se rejoindre, se rencontrer. Donc ça va être super cool. Et pourquoi tu vois le startup plus comme création de richesse, même par rapport à l'immobilier notamment, qui est aussi quelque chose où tu peux forcément créer du capital. Tu parlais notamment de la bourse et autres, et c'est vrai que je te rejoins dans le sens où t'es pas forcément, tu peux pas créer énormément, c'est plus passif et tu vas gagner un petit peu avec le capital que tu as déjà créé ailleurs. Mais en fait, dans l'organisation, tu vois, quand tu disais que tu faisais du négoce en voiture et puis après de l'immobilier, et puis tu as créé Feed quand même qui a fait une forte levée de fonds et qui génère énormément de capital également. Tu vois, pourquoi maintenant aller sur les startups et pas peut-être juste être sur l'immobilier, qui est aussi un truc où une fois que tu as créé du capital avec la création d'une boîte, tu vois, typiquement tu peux le convertir, le recycler sur de l'immo, et là c'est plus passif, c'est mieux. Pourquoi toi t'as fait le choix des startups? Yes, intéressant. Alors il y a une règle déjà qui dit qu'il faut disperser son risque, le diluer au maximum en ayant plein de classes d'actifs, c'est-à-dire qu'il faut pas tout mettre dans le même panier. Typiquement, si tu fais de la bourse, mais pas 100% de tes économies en bourse, mais va plutôt répartir de la bourse, de l'immobilier, des SCPI, un peu de start-up, de l'assurance vie, des titres de capitalisation, des obligations, etc. Moi, j'ai une lecture un peu différente. C'est que quand tu as la chance d'avoir une expertise très précise sur un domaine, ça sert à rien d'essayer d'aller t'inventer une vie d'investisseur sur une autre verticale. Donc évidemment, je fais de l'immobilier, évidemment, je fais d'autres trucs, mais c'est pas moi qui le gère. C'est-à-dire que je vais donner ça à un family office, à un gérant de fortune. Je pense que je vais pas faire du tout les meilleurs coups parce que quand t'es pas sur un sujet très bon et dans la verticale, bon, tu passes un peu en seconde main, donc je suis sûr que je fais pas les meilleurs coups, mais ça me dilue mon risque. Et si un jour le monde entier des startups, ce qui est pas impossible, s'écroule, bon ben au moins je serai pas trop exposé. Mais par contre, en ce qui concerne mon argent que je vais mettre en startup, je vais vraiment le focus sur mes performances parce que j'ai confiance en moi, que ça m'a pris du temps, mais que je sais exactement ce que je vaux. Et que je peux pas gagner plus qu'avec les startups, en fait. C'est impossible. Et j'ai pas envie de donner des chiffres, tu vois, qui font rêver parce que ça fait un peu mytho, comme les mecs sur Instagram, ils sont tous milliardaires, tu sais, avec des fausses Ferrari et tout là, mais les multiples que tu peux faire en startup n'ont aucune commune mesure avec l'immobilier. L'immobilier, là, tu vois, je viens de vendre un immeuble il y a pas longtemps. On était rentré dedans il y a 15 ans. On a quelqu'un qui a payé nos loyers pendant 15 ans. Donc, tu vois, on a vraiment été ultra passif. C'est cool quand ça rentre, t'es toujours content, mais le rendement, enfin tu vois, maintenant que je le compare aux startups, je me dis putain, c'est vrai que c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est très long, ça te prend beaucoup de temps, c'est passif, mais au final, si tu veux pas payer des gestionnaires, etc., faut quand même t'occuper de trouver les locataires, régler les problèmes. Là, il y a une fuite par ici, là c'est la chaudière qui marche pas. Ça te prend vraiment du temps, tu vois, c'est pas non plus passif, sauf si tu dis, moi, je mets un gestionnaire, mais il va me prendre 4-5 points sur tout, et là, ça te met quand même un vrai pet dans le TRI. Alors que les startups, là, tu vois, j'ai un exemple, j'ai mis X il y a 1 an, je fais x10, tu vois, et j'ai rien fait pour le coup, là, vraiment. Et c'est une boîte qui a créé de la liquidité, qui a réussi à sortir ses investisseurs. Et là, c'est des x10, des x15, et ça va vite. Alors attention,
Tu fais pas x10 ou x15 à chaque fois, et les performances du passé ne veulent pas dire que tu vas forcément faire des x10 ou des x15 à la chaîne. Mais il y a des startups, quand tu rentres entre 1 et 2 millions de valorisation, c'est mon cas, je ne fais que ce qu'on appelle du pré-seed ou du seed, donc c'est du early stage. C'est au tout début de l'aventure startup, je rentre, je suis le premier la plupart du temps à rentrer dans la startup. C'est entre 1 et 2 millions la valorisation. Et entre 1 et 10, parce qu'il y a des boîtes tech qui se valorisent quasiment 10 millions dès le début quand elles sont vraiment très ambitieuses. Et derrière, c'est des boîtes qui vont valoir entre 100 millions d'euros et 3 milliards. Et donc en fait, quand tu fais les multiples, c'est fou. Alors attention, encore une fois, elles valent pas toutes 3 milliards. Mais là encore, c'est une stratégie de portfolio. Moi, je vais pas viser que des licornes. Ça veut dire que je vais aussi faire des marques où je sais que ça vaudra pas plus de 50 millions. Mais par contre, vu que je suis rentré très bas, et je l'ai fait plusieurs fois, tu vois, à 1 ou 2 millions, ben là, je sais que je vais sortir quoi qu'il arrive et je vais faire un multiple. C'est ce que je vais appeler mes startups safe. Ça veut dire que c'est des startups où je vais pas viser un x100, mais je sais qu'un petit x5, x10, je vais me le taper. Et du coup, ces boîtes-là vont diluer mon risque versus des boîtes très technologiques où il y aura aucun revenu, jamais. Et du coup, là, c'est tout ou rien. Soit la boîte va fonctionner et ça va devenir un truc exceptionnel et on va faire un énorme multiple, soit ça va mourir et à ce moment-là, je perdrai tout mon argent. Mais les startups, si tu veux, il faut pas le faire comme un portefeuille immobilier. Portefeuille immobilier, à aucun moment tu te dis, j'ai un immeuble qui va mourir. Tu vois, tu sais qu'il va te rapporter. L'idée, c'est quel pourcentage de rendement il va t'assurer. Et même s'il y a le feu dans l'immeuble, t'as une assurance. Donc tu perdras jamais tout ton argent avec l'immobilier, sauf si, je sais pas, tu t'es vraiment mal démerdé, mais bon, admettons. Les startups, c'est pas pareil. Les startups, tu vas investir dans 10 dossiers, il y en a sûrement 3 qui vont mourir. Au moins. Tu vois. Et c'est les autres qui vont racheter ton risque et qui vont te faire gagner de l'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as besoin que d'une startup qui explose pour gagner beaucoup d'argent. Il y a un investisseur américain, Andreessen Horowitz, qui dit souvent, ce monde-là de l'investissement startup est rempli de personnes très riches qui n'ont eu raison qu'une seule fois. Et c'est exactement ça. Tu vois, t'investis. Je donne un exemple d'un truc que j'aurais dû faire mais que j'ai pas fait et j'ai été hyper mauvais là. Tu vois, j'ai BeReal, l'application que tout le monde connaît aujourd'hui. Moi, je leur ai fait une proposition de 500 000 euros à 2 millions d'euros de valorisation. Donc, je prenais 25% de la boîte. Ok, ils étaient ok avec ça. Et la veille, pour une raison X ou Y, j'y vais pas parce qu'un ami à moi me dit n'y va pas, ça marchera pas. Un mec qui était aussi dans les applications mobiles. Bon, bref, peu importe. Et j'y vais pas. Ça valait 2 millions. Aujourd'hui, ça vaut 700 ou 800 millions. Ça veut dire que si j'y vais, aujourd'hui j'ai 200 millions. Tu vois, j'ai 200 millions juste avec une boîte, avec BeReal. Et alors attention, des BeReal, t'en as pas 50, t'en as pas tous les ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ayant parfois une bonne analyse et un petit coup de chance, parce que c'est du business, donc il y a toujours de la chance, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Ça m'est arrivé de rentrer dans des boîtes qui valaient 1 million et que je suis sorti quand ça valait 100 millions. Des boîtes, je suis rentré à 2, je suis sorti à 30. Enfin, tu vois, t'as plein de cas de figure, mais en tout cas, tu peux brasser beaucoup. Et donc, tu peux plus aller dans d'autres classes d'actifs une fois que t'as fait des startups. Ouais, t'as l'air super convaincu. Non, mais c'est vrai que si tu te prends un billet de 200 millions, en fait, t'as de quoi te payer beaucoup d'échecs derrière sur d'autres dossiers, quoi. C'est clair. Juste pour poser un peu les bases, peut-être pour les gens qui sont pas forcément familiers avec ça. Quand tu dis si précise, seed, tu peux juste rappeler dans la vie d'une startup comment ça fonctionne. Enfin, typiquement, tu crées une boîte, au début, il y a la love money, donc t'es financé avec tes amis, tes proches, tout ça. Comment est-ce que tu fais rentrer des gens après pour commencer à investir? Comment comment ça fonctionne, en fait? Une startup qui se lance, donc elle a un fondateur ou 2, 3 fondateurs, peu importe, qui se partagent ce qu'on appelle l'equity. Donc c'est 100% du capital social, 100% de la boîte. Et ensuite, en général, ils vont chercher du love money. Love money, c'est vraiment des petites sommes d'argent avec des très proches. Ils vont réussir à obtenir peut-être 20, 30 000 euros avec leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Bon, ça, on considère même pas que c'est une levée de fonds. Ensuite, t'as la première levée. Je pars du principe qu'ils ont pas fait de crowdfunding parce que pour nous c'est pas quelque chose de sexy. Donc crowdfunding, c'est quand tu vas dire donnez-moi de l'argent et dans 2 ans vous recevrez une brosse à dents ou un shampoing ou un slip. Enfin tu vois bon. Mais les startups comme nous on fait, ils font pas de crowdfunding. C'est-à-dire que les startups de tech, tu vois, BeReal, ils étaient pas en crowdfunding par exemple. Et donc en virant cette étape du crowdfunding,
tu vas faire ce qu'on appelle un pré-seed. Donc le pré-seed, c'est le premier tour de table avec des business angels, donc des particuliers qui vont mettre des petits tickets entre 50 000 et 100 000 par tête, on va dire. Et là, tu vas lever entre 500 000 et 1 million. Allez, 300 000 et 1 million. Ensuite, tu as le seed qui va arriver. Le seed, c'est déjà un peu plus gros. C'est un tour entre 1 et 2 millions d'euros de levée de fonds. Et donc là, même principe, des business angels vont te donner de l'argent et en échange, ils vont te prendre des parts, des pourcentages de ta boîte. Généralement, c'est entre 20 et 25% à chaque tour de table. Sauf que à chaque fois que tu avances et que tu grandis, tu lèves plus d'argent. C'est-à-dire qu'au début, tu lèves 500 000, puis après tu lèves 1,5 million, puis après tu vas lever 4 millions. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler ta série A. Série A, c'est quand vraiment tu commences à avoir des chiffres et donc les VC, les professionnels, les fonds d'investissement vont se positionner. Mais là, du coup, il va y avoir beaucoup plus de formalisme, de politique, parce que tu vas donner des places de ton conseil d'administration, tu vas signer des documents qui sont très précis sur ce que tu as le droit de faire, de pas faire, tu vas devoir faire des reporting à tes investisseurs chaque mois ou chaque trimestre en leur disant voilà mes résultats, voilà ce qui se passe bien, voilà ce qui se passe mal, etc. Et puis après, du coup, tu continues avec, après la série A, série B, série C, série D. Là, tu rentres dans une phase de croissance, ce qu'on appelle la growth stage. Donc, c'est vraiment le truc de croissance pure jusqu'à le late stage. Donc, late, c'est évidemment, ça veut dire tard, quoi. C'est la suite avant d'aller dans du private equity. Et donc là, private equity, c'est quoi? C'est quand ta boîte, elle est rentable, que elle crache de l'EBITDA. Et là, c'est des fonds de private equity plus traditionnels qui vont investir, mais en ayant des attentes beaucoup plus faibles sur les multiples. C'est-à-dire que nous, au tout début, on cherche entre x100 et x500. En série A, ils vont chercher du x10, x15, x30, allez maximum. Et puis après, en private equity, ils vont chercher x2, x3. Donc vraiment, ça, c'est la vie de la startup, en sachant que ce qu'il y a de plus compliqué quand t'es investisseur, c'est pas d'avoir des valorisations qui montent, parce que ça, pour la plupart, elles montent. Honnêtement, tu vois toujours ta valorisation théorique monter, mais le plus dur, c'est d'avoir de la liquidité. La liquidité, c'est en fait réussir à vendre ton immeuble, pour faire simple. Tu vois, t'achètes un immeuble, c'est assez liquide parce que tu peux vendre les appartements, tu peux les louer si tu veux des dividendes, donc t'as de l'argent qui en découle. Les startups, une fois que t'as des parts de la société, si tu les vends pas, tu gagnes rien parce qu'il n'y a pas de dividendes. C'est-à-dire qu'une startup fait pas de résultats. 95% du temps, une startup ne gagne pas d'argent. Elle dépense beaucoup en marketing pour croître extrêmement vite. Et donc, du coup, la seule manière de matérialiser ta plus-value, c'est que la startup fasse un IPO, donc une introduction en bourse, que la startup se vende à un industriel, ou qu'il y ait du cash out pendant une levée de fonds. Qu'est-ce que c'est le cash out? Une levée de fonds, c'est ce qu'on appelle du cash in. Ça veut dire que l'argent va dans la boîte. Admettons, Feed lève 500 000 euros, c'est 500 000 euros qui vont dans les comptes de Feed. Si moi je fais du cash out de Feed, ça veut dire que je, Anthony Bourbon, vends des parts. Et les 500 000 vont dans ma poche à moi. Et donc, il n'y a pas de dilution pour la startup, mais c'est simplement une vente de gré à gré. Sauf que c'est dur de trouver de la liquidité quand t'es pas très connecté. Et c'est pour ça qu'avec le Blast Club, on a mis en place une plateforme, un tableau d'affichage qui permet aux gens, à partir de Q1, Q2 2023, de vendre leur participation entre membres du club. Donc, concrètement, toi, t'as acheté des actions. Au bout de 6 mois, t'as besoin de liquidité ou t'en as marre. Tu penses que tu veux les vendre. Ben, tu peux les vendre à un autre membre du club et donc avoir de la liquidité immédiate, ce qui est extrêmement compliqué. Donc, tu peux aller non pas vers du trading parce que c'est exagéré, tu vois, mais avoir une période de détention qui est beaucoup plus courte que ce que tu aurais habituellement en startup. Juste après une courte pause, Anthony nous explique comment il parvient à rendre ses participations liquides grâce à son réseau d'investisseurs, comment choisir les dossiers sur lesquels investir en fonction de son aversion au risque et de ses compétences, et quel a été son plus mauvais investissement. À tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique. 2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle
Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Parce que typiquement en startup, quand tu es en pré-seed, c'est quoi l'horizon en fait de sortie, et quand tu es en seed aussi, enfin en gros c'est t'es bloqué pendant 1 an, 2 ans en moyenne. Plus que ça, ouais. Plus que ça, quand tu rentres au tout début d'une boîte, c'est entre 4 et 8 ans. Parfois plus quand t'as pas de chance, mais oui, c'est entre 4 et 8 ans parce qu'une startup c'est le tout début, et donc avant d'IPO, donc d'introduction en bourse, il faut faire en général au moins 50-100 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, sinon tu peux pas t'introduire en bourse, ça sert à rien. Et pareil pour être racheté par un industriel, si tu fais pas 20, 30, 40 millions minimum, ils te regardent pas trop parce que ça leur coûte plus cher d'avocat que de t'acheter quoi. Donc en général c'est long. C'était la limite, à mon sens, des startups. Moi, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent. Enfin, j'ai réussi pendant 4-5 ans à le faire parce que j'ai plein de contacts autour de moi qui veulent payer un peu plus cher et me racheter mes parts 2-3 tours de table après que je sois rentré parce qu'eux, ils veulent plus de risques. Ils veulent moins de risques, pardon. Donc moi, je rentrais au tout début quand c'était très risqué. Eux, ils préféraient attendre que la startup commence à vendre et des chiffres et ensuite ils se positionnaient quitte à payer plus cher. Ils me disaient, moi, je préfère payer 20 millions d'euros de valo, mais être sûr que la boîte, elle marche. En tout cas, qu'il y ait une traction. Et du coup, moi, j'achetais à 2 millions, je revendais à 20 millions. Et le problème, c'est que maintenant, comme j'investis de plus en plus gros, c'est de plus en plus dur de générer de la liquidité parce que y a plus personne qui peut me dire, moi, je te mets 3 millions sur la table d'un seul coup. Tu vois, quand c'était des trucs où je prenais 500 000, 1 million, je pouvais trouver. Mais quand maintenant, j'ai les tickets à 4, 5, 6 millions à sortir, là, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vraiment le gros point noir, enfin le point bloquant dans ce type d'investissement, c'est tu peux faire des gros multiples, mais si t'as pas de liquidité, t'as 0 multiple quoi. Donc effectivement. Et donc tu disais la force de la raison pour laquelle toi t'arrivais en 4-5 ans en fait à réaliser des plus-values sur des gains sur ces investissements-là, c'est vraiment le réseau, c'est la sortie que tu pouvais avoir de gré à gré, parce que dans ces cas-là, enfin quand on parle de pré-seed après seed et puis vendre à des industriels ou en IPO, il y a rien qui est vraiment géré ou planifié par l'entreprise. On est d'accord, c'est du gré à gré, c'est-à-dire tu trouves un acheteur, t'es un vendeur et tu vends sa part, chacun se débrouille, c'est un peu comme ça, non? Ouais, alors après c'est dur parce que tu fais pas ce que tu veux en plus. C'est-à-dire que moi je pouvais le faire parce que je suis toujours au bord à peu près des boîtes. C'est-à-dire que je suis très proche du fondateur ou de la fondatrice et on peut en discuter. Mais il y a plein de mécanismes juridiques qui t'empêchent de faire n'importe quoi. Typiquement la préemption. C'est-à-dire que si tu veux vendre tes parts, il y a un droit de préemption qui fait que tu es obligé de proposer d'abord aux investisseurs existants, aux fondateurs, à la société, l'achat de tes parts. Ensuite, une fois qu'ils ont dit non, tu peux le faire, mais c'est quasiment impossible si t'es pas aligné avec le fondateur. Et j'ai cette chance aussi d'aider beaucoup les sociétés dans lesquelles j'investis, et du coup, c'est un peu comme si elles m'étaient redevables, et tu vois, elles vont m'aider à sortir mes participations. Si quelqu'un leur propose de racheter alors que eux ne veulent pas, par exemple, se diluer en ce moment, ils pensent à moi en premier. Et donc il y a cette espèce de consortium qui fait qu'autour de moi les startups vont me renvoyer l'ascenseur. Je te donne un exemple. Admettons, une startup lève 1 million d'euros et elle veut se diluer maximum de 20%, d'accord? Et elle trouve ce million d'euros avec un fonds d'investissement A. Et ensuite il y a un fonds d'investissement B qui dit moi je veux mettre 1 million aussi. Mais la startup elle veut pas parce que si elle prend 1 million de plus, ça va se diluer trop fortement. Et l'autre fonds, le fonds d'investissement A, ne veut pas augmenter la valorisation parce que sinon, c'est plus intéressant pour lui. Donc, il y a une seule valo et 2 fonds d'investissement qui veulent mettre 1 million. L'entrepreneur, il a envie d'avoir les 2 fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que il va avoir 2 fois plus d'aide et 2 fois plus de personnes, qu'on appelle du new money, de la fresh money, qui vont attendre des résultats, qui vont le pousser vers le haut. Et donc, la solution qui peut lui être proposée, c'est que ce fonds d'investissement B, il me rachète mes parts à moi en direct, de manière à ce que la boîte ne soit pas diluée. Moi, je vends mes parts et je sors de la cap table et on fait rentrer le nouveau fonds
d'investissement B, ce qui fait que l'entrepreneur, il est content parce qu'il a 2 fonds d'investissement, qui s'est pas dilué plus que prévu, et au moins, il a de nouveaux acteurs qui vont le pousser vers le haut. Et voilà à quoi peut aussi servir du cash out, créer de la liquidité pour des investisseurs qui t'ont aidé au tout début, tout en te permettant d'avoir de nouveaux actionnaires qui sont positifs et qui vont t'amener vers le ciel. Sans diluer finalement ta participation, sans vendre de part en plus, quoi. Ouais. Quand tu rentres en tant que justement investisseur comme ça, quelle est ton influence? Tu disais que toi t'étais dans les boards en fait, mais c'est peut-être pas systématique. Est-ce que tu es plutôt passif, actif? Comment tu peux faire? Je suis très actif dans le early stage et c'est ce qu'attendent les entrepreneurs, hein. C'est-à-dire que c'est des gens la plupart du temps, comme moi à l'époque, qui n'ont pas trop créé de boîte ou en tout cas qui n'ont pas généré autant d'argent que ce qu'ils vont faire. Ils sont un peu perdus, t'apprends sur le tas. Même t'as fait les plus grandes écoles du monde, on t'a pas appris à être un entrepreneur, tu vois. Tu dois savoir tout faire, de la compta, du marketing, du branding, de la communication. Tu dois faire du Excel, enfin c'est un bordel pas possible, tu vois. T'as tous les sujets. Et puis souvent on oublie que être entrepreneur, c'est aussi gérer son propre patrimoine personnel. Et il y a plein de techniques en France. Est-ce que je crée une holding? Est-ce que je fais du remploi fiscal? Est-ce que si? Est-ce que là? Et du coup, l'entrepreneur a besoin d'être accompagné. Et chaque question qu'il va se poser, j'y ai déjà répondu. Parce que j'ai déjà vécu ce qu'il fait et je l'ai déjà revécu 50 fois avec les 50 boîtes où j'ai investi. Et donc, si tu veux, plutôt que de chercher pendant 2 jours, est-ce qu'il doit créer une holding ou pas, appeler des comptables, payer un avocat, moi je dis voilà, j'ai déjà la réponse. Ça, c'est les points forts, ça, c'est les points faibles, ça, c'est ce que je te conseille. Après, tu fais ce que tu veux. Et idem pour tous les points. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que je dois mettre 4 sièges à mon board ou je dois en mettre que 2? Est-ce que je peux accepter ce pacte actionnaire ou pas? Et en fait, tout ça, c'est des questions où on lui fait gagner un temps incroyable. Et le temps, c'est ce qui est le plus valorisé chez un start-upper parce que une boîte grandit extrêmement vite à ce stade de maturité. Et donc, chaque jour que tu vas gagner, c'est des semaines, voire des mois versus la concurrence. Et donc voilà pourquoi j'essaie d'être très présent, évidemment toujours dans l'attente de la demande de l'entrepreneur. Je suis pas là en train de le harceler, tu devrais faire ci. Je suis toujours dans l'attente. C'est-à-dire que c'est à lui de me contacter, c'est à lui de m'écrire, c'est à lui de m'appeler. Ils ont tous mon numéro. Tu vois, en même temps que je te parle, je vois, tu vois, j'ai des fondateurs chez qui j'ai investi qui m'envoient des messages parce qu'ils sont sur un sujet de levée de fonds et ils me disent, à ton avis, est-ce que la valorisation qu'ils me proposent et c'est plus un échange, tu vois, de potes que d'investisseurs à entrepreneurs. Moi, je suis très sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que je considère pas que parce que j'ai mis mon oseille, c'est moi qui vais diriger. Au contraire, je considère qu'on est sur un pied parfait d'égalité et même que l'entrepreneur a toujours raison dans les prises de décision. Et où est-ce que tu penses que vraiment tu crées de la valeur quand tu te lances sur un dossier? Évidemment, il y a le côté si tu y crois, si le business model, tu penses qu'il est viable. Si aussi tu penses que tu as quelque chose à te contribuer, tu parlais tout de suite en fait de régler des problèmes notamment, donc c'est des choses où tu sais que là tu vas avoir de la valeur à ajouter en fait. Comment est-ce que tu choisis un dossier en fonction de là où tu penses que tu vas vraiment créer le plus de valeur possible sur cette boîte? Oui, j'essaie au maximum de pouvoir avoir un impact pour différentes raisons. La première, c'est que si je sais que j'ai un impact, j'augmente la valorisation de la boîte. Admettons, j'investis dans une boîte comme Les Miraculeux, qui est une boîte où j'ai investi. C'est des gummies, des compléments alimentaires en gummies. Ou que j'investis chez Les Petits Bidons, qui est de la lessive bio. Bon, j'investis chez Les Petits Bidons, je vais tout faire pour pouvoir le faire rentrer chez Monoprix, chez Franprix, dans mon réseau de distribution. Je vais lui présenter mon agence d'acquisition, je vais lui présenter l'agence qui a fait mon site web, je vais lui présenter mon supply chain manager de manière à ce que ça lui coûte moins cher en frais logistiques. Je vais faire en sorte de lui présenter des graphistes top pour qu'il ait un univers graphique qui soit incroyable. Et si tu veux, tous ces détails font qu'il gagne du temps et moi je gagne de l'argent. Parce qu'en fait, s'il paye moins cher son envoi logistique, ça me fait plus de marge. S'il vend plus grâce à Franprix, ça me fait plus d'argent, etc., etc. Donc évidemment, j'essaie d'avoir des sujets où moi je suis impactant et où je vais pouvoir le conseiller. Il y a des sujets où je suis très mauvais. Ça m'arrive parfois d'investir dans un truc où je comprends rien. Je pense à Zama. Je suis rentré chez Zama. C'est la boîte d'un ami qui s'appelle Rand. Il me dit, c'est de l'encryption homomorphique. Je vais pas m'amuser à vous décrire ce que c'est, mais en gros, c'est juste pour la culture générale, c'est une méthode de cryptage qui fait que même la boîte qui envoie le message et celle qui la reçoit ne puissent pas comprendre ce qui est écrit, mais qu'entre les deux, les utilisateurs puissent décrypter le message. Tu vois, c'est un peu comme si tu voulais pas que Facebook puisse lire ce que t'envoies sur Messenger. Bon, mais l'encryption homomorphique va te crypter le message pour que Facebook ne puisse pas lire, mais que toi tu puisses le lire. Bon, bref. Et ben là, je vais pas l'aider
mais je vais quand même parfois lui faire des intros avec des VC parce que je vais connaître des investisseurs qui recherchent potentiellement ce genre de dossier. Je vais réussir à le faire passer à la télé parce que je connais un journaliste. Donc il y a toujours moyen, même si c'est pas dans tes cordes, la verticale, d'aider et d'avoir un impact. Ouais, non, si je lis un petit peu entre les lignes de l'entretien depuis le début, j'ai l'impression quand même que pour être un bon investisseur startup, faut déjà être entrepreneur ou avoir fortement entrepris quelque chose, et deux, avoir un réseau à faire valoir, non? C'est sûr que au-delà même de l'aide que tu vas apporter pour pouvoir rentrer dans les dossiers de qualité, ce que je fais, si tu n'es pas à mes côtés et que t'es pas dans le club, par exemple, tu ne peux pas avoir accès au dossier. Parce qu'en fait, le fondateur va te dire non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez incroyable où il y a tellement d'argent sur le marché que c'est l'investisseur qui doit pitcher l'entrepreneur. C'est-à-dire que les vrais bons dossiers, pas les dossiers encore une fois qui sont ouverts au public, les vrais bons dossiers, l'entrepreneur il a le choix de ses investisseurs. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire aux entrepreneurs, s'il te plaît, fais rentrer un ami à moi, il est hyper sympa, il va t'aider là-dessus, et il le convoquait quasiment en lui disant, bon alors dis-moi ce que tu vas m'apporter. Et mes potes disaient, alors moi je suis très bon en marketing, je vais pouvoir te présenter des influenceurs, je te jure que c'est vrai. Et ça s'est passé plein de fois, je pense à Arcania, je pense à Barouders, je pense à Drop, je pense à plein de dossiers où ils ont tellement le côté sexy qu'ils font ce qu'ils veulent. Et donc en fait, si toi t'arrives, t'es un petit porteur, t'habites à Périgueux, et tu dis, oh, alors moi j'ai 1000 euros, j'aimerais rentrer, le mec ne lit même pas ton mail. Et même si tu lui dis, j'ai 100 000 euros à mettre, il va dire, ouais, mais t'es qui? T'as fait quoi, en fait, dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? J'ai déjà les meilleurs investisseurs, j'ai les grands noms, les grandes familles, les grands start-upers. Pourquoi je te prendrais toi de Périgueux? Et donc, tu ne peux pas rentrer dans les bons dossiers. Donc, ta seule solution, c'est de participer à des clubs comme Blast, où là, tu vas être mis dans un pool d'investisseurs, parce qu'au final, c'est une holding. Et pour faire très simple, en 2 mots, Blast va créer une holding à chaque levée de fonds. On va appeler ça par exemple Blast Feed. Dans Blast Feed, il va y avoir peut-être n'importe quoi 300 investisseurs, et c'est ce SPV, Special Purpose Vehicle, donc cette holding qui va investir chez Feed de manière à ce que il y ait pas de droit de préemption. Et c'est ça qui est génial, c'est que on fait ce qu'on veut dans notre holding, donc tout le monde vend les parts qu'il veut dans la holding, en sachant que je précise quand même au cas où ça aurait pas été clair qu'évidemment Blast n'investira jamais dans Feed. Le but c'est d'investir dans du early stage, donc des sociétés qui sont très jeunes, et dans des sociétés où moi-même je n'ai pas investi, j'ai pas envie qu'on me dise oui c'est du conflit d'intérêts machin. Donc ce sera que des startups où moi j'ai pas encore investi et où je vais investir. Et tu parlais de la liquidité, donc comment est-ce que tu peux garantir, enfin pas garantir du coup, mais assurer ou penser qu'il peut y avoir de la liquidité, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers, tu vois, moi j'ai genre 5% ou 10% ou 15% d'un petit dossier. Je suis pas forcément sûr qu'un membre, surtout je crois que vous limitez votre club à 500 membres, que quelqu'un d'autre va prendre le relais finalement. Tu vois, comment est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque d'illiquidité sur ce point-là? Très bonne question. Effectivement, on a 500 membres. En tout cas, on commence avec 500 membres et on veut rôder la machine, on veut que l'expérience utilisateur soit dingue. Et comme on veut ouvrir au plus grand nombre, naturellement, on va faire d'autres ventes d'adhésion dans les mois qui suivront, une fois qu'on saura que tout est parfait aux petits oignons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé un algorithme, d'accord, qui va, à chaque deal, décider qui va investir. Vous savez qu'il y a différents passes. Il y a des passes à 1000 euros et des passes qui vont jusqu'à 10 000 euros. Le pass à 1000 euros te permet d'investir 1000 euros par deal. Quand le pass à 10 000 euros te permet d'investir 80 000 euros par dossier. Donc ça dépend de quelle est ta somme globale à déployer. En fonction, tu choisis ton pass. Ok. Le but, c'est que tout le monde puisse participer. Donc, on va pas donner tous les deals aux pass Diamond qui sont les plus chers. Au contraire, on va dire à des Diamond, ce deal-là, cette fois-ci, vous pouvez pas l'avoir parce qu'on est obligé de répartir dans les 500 membres. Et jamais on n'aura besoin des 500 membres pour faire une levée de fonds. Donc, il y en a forcément qui vont être déçus parce qu'ils vont pas avoir le deal. Je précise qu'il y a une option en fonction des passes que tu choisis où tu peux dire, j'ai 3 boosters, 3 bonus, où je veux ce deal et je le veux absolument. Et dans ce cas-là, l'algorithme va te donner la participation. Mais par contre, t'as cramé un booster et il t'en reste plus que 2, admettons si t'en avais 3, ainsi de suite. Admettons que t'as passé booster, donc il y a un algo qui va décider avec un système de points de te faire rentrer ou non. C'est-à-dire que si t'as déjà eu 2 super deals le mois précédent,
bon ben ils vont donner une priorité à ceux qui en ont pas eu depuis un petit bout de temps, et donc ils vont donner le deal à l'autre personne. Et en fonction du nombre de deals que t'as loupé, t'as un système de points. Donc mon point c'est que, vu qu'on crée de la frustration, les gens qui n'ont pas pu avoir le deal pour une raison X ou Y, parce qu'il était ce qu'on appelle oversouscrit, donc sursouscrit. Il y avait plus d'argent que de place. Typiquement, la startup lève 1 million, et nous, il y a 1 500 000 euros disponibles par le club. Bon, bah, il y a 500 000 euros qui vont pas pouvoir être investis dedans, donc il y a 500 000 euros de personnes qui vont se dire, putain, je voulais investir, j'ai pas pu. Et ben, ces personnes, le lendemain même de la levée de fonds, elles pourront acheter des titres sur la plateforme, sur le tableau d'affichage de Blast qu'on va mettre sur le club. Et donc peut-être qu'évidemment, il va pas être prêt à racheter à x3 le lendemain, tu vois, c'est normal. Mais il va te mettre ce qu'on appelle un petit premium. Il va te dire, ben moi je te rachète tes parts à plus 20%. Je dis n'importe quoi. Et donc ça va forcément créer de la liquidité en sachant que, à terme, donc en 2023, on va vendre des passes qui ne sont que de secondaire. Donc qui seront moins chers, mais qui permettront aux gens de racheter les parts des autres membres sans avoir forcément accès au deal primaire, donc au lever de fonds. Ça marche. Et quand les gens investissent sur Blast Club, est-ce qu'il y a donc ils sont détenteurs d'actions de la SPV qui a été créée pour un projet donné, un investissement donné. Est-ce qu'ils ont besoin ou est-ce qu'ils peuvent regarder les informations pour se décider déjà pour acheter tel dossier, ou du moins candidater à tel dossier ou tel dossier? Et est-ce que dans la suite, en fait, dans la vie de son investissement, est-ce que les choses sont gérées en termes de ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, de quand il peut sortir ou pas sortir, indépendamment des sorties prématurées, mais est-ce que tout ça est cadré aussi avec un pacte d'actionnaires ou comment ça fonctionne? Très bonne question. Il y a un pacte actionnaire, évidemment, qui va diriger les rapports qu'il va y avoir entre Blast et l'entreprise cible et la startup, et évidemment un pacte entre les différents actionnaires de Blast. Il faut savoir que je serai toujours président de tous les SPV. C'est-à-dire que je représente le club Blast dans chaque société. Pourquoi ? Parce que ça va simplifier les démarches et que si on doit faire signer 300 personnes à chaque fois qu'il y a une assemblée générale et faire un DocuSign, la startup s'en sortira jamais. C'est aussi pour ça que aujourd'hui les startups ne veulent pas trop de business angels qui ne sont pas connus, parce que ça arrive que des business angels veuillent bloquer le tour ou qu'ils oublient de signer, et donc du coup l'assemblée générale peut pas se tenir. Bref, c'est toute une complexité. Donc moi je suis président, je signe les documents pour l'ensemble des actionnaires. Ces actionnaires, avant d'investir dans le dossier, ils ont évidemment la possibilité d'avoir accès à toutes les informations. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à disposition ? On va leur mettre ce qu'on appelle la data room de la société, c'est-à-dire tous les chiffres, leur coût d'acquisition, leur nombre de clients, leur chiffre d'affaires, leur cohorte, la LTV, enfin bref, tous les renseignements nécessaires, les droits IP, donc est-ce qu'ils ont bien déposé la marque, etc., etc. On va leur mettre mon audit, le résumé de mon audit, où je vais dire voilà moi ce que j'ai observé dans cette boîte, j'ai vu ses points forts, j'ai vu ses points faibles. Il y a toujours des points faibles, hein. Dans une boîte, il y a toujours un risque. C'est-à-dire que si tu veux que la boîte explose et qu'elle fasse de gros résultats, il faut qu'il y ait un risque. Parce que s'il n'y a pas de risque, tout le monde l'aurait déjà fait. Donc il faut identifier les risques, les mesurer et décider si oui ou non tu es prêt à les prendre. Donc moi j'ai mis cet audit et surtout, on va créer en live un pitch entre les investisseurs d'un côté du club et les entrepreneurs, les porteurs du projet. Et donc, en live, moi évidemment je serai là aussi, on va poser plein de questions, on va harceler un peu les entrepreneurs, faut les secouer, c'est le moment où on voit ce qu'ils ont dans le bid, et on va leur poser toutes les questions possibles et inimaginables, et à la fin de ce visio, et après avoir fait sa propre due diligence, après avoir creusé les audits, etc., là, les membres du club ont la possibilité de dire, moi je veux mettre 1000 euros, je veux mettre 2000 euros, l'algo fait ses petits calculs et on envoie un mail pour dire ben voilà tu as été sélectionné ou tu as pas été sélectionné, tu vois. Enfin, c'est même pas sélectionné, tiré au sort quoi, enfin en tout cas par l'algo. Et une fois que tu deviens actionnaire, tu as un dashboard sur ton site internet, sur ton Blast Club Membership, où tu vas voir tous tes investissements. C'est un peu comme Sorare, pour ceux qui connaissent, tu vois, t'as la carte de Mbappé, t'as la carte de je sais pas qui, ben là c'est la même chose, t'as la carte de Feed, t'as la carte de Blablacar, t'as la carte de Ledger, t'as la carte de je sais pas quoi, et en cliquant sur la carte, tu vas avoir accès à tous tes documents. Donc tu as un endroit qui répertorie l'intégralité des procédures juridiques qui sont automatisées évidemment, t'as rien à faire, on paye tes avocats, on paye les commissaires aux comptes, on paye tout, t'as rien, t'as pas d'oseille, t'as pas un conseil à aller chercher ou un avocat ou quoi que ce soit. Et surtout,
tu reçois un reporting une fois par trimestre, comme n'importe quel investisseur professionnel, où l'entrepreneur va te raconter tout ce qui s'est passé. Et il va te dire, voilà, ça j'ai bien réussi, ça j'ai pas réussi, voilà mon chiffre d'affaires, j'ai vendu tant de produits, etc., etc. Donc tu peux suivre l'histoire de la boîte, évidemment poser des questions si c'est nécessaire. Il y a une personne qui est référente dans le club pour chaque deal, et du coup, tu vois, tu fais vraiment partie prenante de l'aventure. T'es pas juste ce qu'on appelle un sleeping investor qui a aucune nouvelle et qui dans 8 ans reçoit un coup de fil, oui bon on est mort, ou alors on a réussi, vous avez gagné tant. Non, tu vas suivre l'aventure, et ça c'est trop cool. Et c'est aussi ce que les entrepreneurs attendent du club, c'est d'être accompagné par une communauté de early adopters au final, parce que si là on parle de 500, mais très vite on va être 5000. Quand t'as 5000 personnes qui ont investi dans ta boîte, évidemment que ces gens-là vont en parler autour d'eux, vont en parler sur leurs réseaux sociaux, vont te faire de la pub. Et donc, du coup, c'est comme si tu avais 5000 porte-drapeaux, 5000 ambassadeurs qui vont défendre ta société et qui vont te mettre un vrai coup de démarrage. Ouais, donc tu offres vraiment aux gens, si je comprends bien, la possibilité d'être comme sur le plateau, qui veut être mon associé, quoi, finalement, de façon active, quoi. Exactement. Ça marche. C'est l'idée. Je voulais que tu me parles, Anthony, peut-être sur cette activité-là, sur tes investissements en start-up, peut-être tes meilleures affaires et peut-être les débâcles que tu as pu connaître et les raisons en fait de ces échecs. Qu'est-ce qui fait que voilà, les investissements n'ont pas marché? Tu dis qu'il y a un taux de déchet de toute façon important, hein, dans ce domaine-là. Ouais, tu vois, je me mets la liste sous les yeux parce que j'en ai tellement que c'est pas toujours facile de se souvenir. Il y a plus de 50 aujourd'hui. Écoute, j'ai quand même de la chance parce que sur 50 startups, j'en ai que 2 qui sont mortes à l'heure actuelle, et ça fait 5 ans que j'ai commencé. La première, c'est une boîte qui s'appelle Pony Express. C'est important aussi de parler de ce qu'on a mal fait, ou en tout cas de ce qui n'a pas marché, parce que pour le coup, Pony Express, on n'a rien fait de mal. Et aussi, je vous parlerai après de mon anti-portfolio. Anti-portfolio, c'est les startups où j'aurais dû investir, où je pouvais investir mais que j'ai pas fait. Je vous ai parlé de Beryl, celle-là déjà elle fait mal, c'est 200 bâtons qui s'en vont, donc tu la sens passer. J'en ai pas mal comme ça, des startups où j'aurais pu y aller, on m'avait dit oui, et puis finalement c'est moi qui me suis retiré, mais ça fait partie du jeu, tu peux pas te morfondre, quoi, tu vois, tu peux pas tout faire. Donc ouais, non, j'ai Pony Express qui était une super boîte. J'avais mis un ticket de 100 000 et on avait mis 500 000 au total avec des potes. C'était une boîte qui faisait des recommandés en ligne et ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que t'envoyais un mail et ça avait la même valeur juridique que si t'avais envoyé un recommandé, et ça te permettait en plus de démontrer que la personne l'avait ouvert, ça te permettait de savoir qui était vraiment l'expéditeur, etc. C'était canon sur le papier, mais il y a un concurrent qui s'appelle AR24 qui s'est fait racheter entre-temps, quelques mois après, par la Poste, donc évidemment l'État. Et l'État a décrété, alors je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais qui donnerait plus jamais la certification nécessaire pour qu'un concurrent puisse faire pareil. Je te la fais simple. Et donc un peu monopole d'État, machin truc, bon bref. Trop compliqué pour rentrer dans les détails, et la startup meurt. Et on récupère quand même 70% de notre argent, tu vois, parce qu'au final, ça a été tellement vite qu'ils avaient pas eu le temps de dépenser l'argent, donc on a récupéré 70%. C'est comme si j'avais payé une flat tax. Donc en vrai, c'était pas dramatique parce que il y a aussi ce point de la fiscalité qu'on n'a pas évoqué, mais il y a aujourd'hui des systèmes qui te permettent de payer moins d'impôts avec les startups. Typiquement, quand tu investis, tu peux déjà bénéficier de la loi Madelin, c'est-à-dire que tu vas, si tu investis 50 000 euros dans les startups, ça te fait 12 500 euros d'impôts en moins. Tu vois, si je fais simple. Donc tu vois, tu peux gagner de l'argent sur tes impôts. Tu peux bénéficier du remploi fiscal. Donc le remploi fiscal, c'est que si tu as fait un apport en titre sur une holding et que tu réinvestis la moitié, bon maintenant c'est 60%, moi à mon époque c'était 50%, maintenant c'est 60% de ta plus-value, tu ne payes pas d'impôt sur l'intégralité de ton montant. Tu peux bénéficier du régime mère-fille, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va faire nous avec Blast. Si Blast détient au moins 5% de la boîte pendant au moins 2 ans, tu ne payes pas 25% d'IS, tu vas payer 3% d'IS. Et du coup, ça s'applique aux détentions des petits porteurs. Donc les petits porteurs qui garderont au moins 2 ans leur participation ne paieront que 3% d'IS dessus, ce qui est rien. Idem, le PEA. Si tu investis via un PEA, tu vas payer beaucoup moins d'impôts que si tu investis en direct. Bref, tout ça, on l'explique sur notre blog de blast.club et vous pouvez aller le voir. Donc ouais, tu vois, j'ai eu Pony Express pour revenir sur ta question qui est mort. Excuse-moi de te couper sur Pony Express. Du coup, tu disais la boîte, ça a été tellement vite qu'on n'a pas perdu assez de ronds, pas perdu autant de ronds qu'on aurait pu. Là, typiquement, tu veux dire en gros, la boîte fait faillite, donc elle paie ses dettes d'abord et puis ce qui lui reste, ça va en equity, donc ça revient aux détenteurs de...
En gros, ça faisait je sais pas, peut-être 1 an que ça existait. Ils ont remboursé leurs dettes, ils ont remboursé la BPI, ils ont remboursé, bon voilà, les subventions, les trucs comme ça. Enfin, pas les subventions parce qu'une subvention on te la donne pour le coup, mais ils ont remboursé leurs créanciers et ensuite ils ont rendu l'argent aux actionnaires. Donc tu vois, on a même un peu plus de 70%. Donc ça arrive, mais bon, tu vois, j'avais mis 100 000, je récupère 70, c'est la vie, c'est pas fou. Ensuite, tu vois, là, dans mes derniers deals, il y en a plein qui sont incroyables. Immortal Game, par exemple, c'est des jeux d'échecs en NFT. Je suis rentré il y a même pas 6 mois à 3 millions de valo, ça en vaut déjà 50. Arcania, c'est pareil, c'est un dossier incroyable. Il y a des fonds américains qui se sont positionnés. Dès le début, c'est valorisé 26 millions. Barouders, marketplace de l'équipement outdoor, seconde main où tu vends tes surf, tes trucs. Je suis rentré à 2 millions, à 2-3 millions de valo, ça vaut plus de 15 millions dès maintenant. Respire, la marque de déodorant que vous connaissez peut-être. Justine a fait sa première levée de fonds au tout début avec 3 business angels qui sont connus, dont moi, et un fonds d'investissement. Mais on n'est que 3 business angels à pouvoir rentrer. Voilà, vous avez vu l'explosion que ça a fait depuis. Zama, je vous en parlais tout à l'heure. Je rentre, ça vaut 6 millions. Maintenant, ça en vaut 200. Life, pour ceux qui ont suivi sur M6, Requiem Code pendant qu'il veut être mon associé, je rentre à 200 000 euros de valo, donc extrêmement bas, ça vaut déjà 10 millions aujourd'hui, il prépare une nouvelle levée de fonds qui va le valoriser à plusieurs dizaines de millions. Gourmet, je suis sorti à 100 millions de valo. Gourmet, c'est du foie gras, sans foie gras, c'est-à-dire qu'ils viennent faire une extraction de cellules du canard et ils mettent dans du liquide amniotique en laboratoire et ils font en gros de la croissance cellulaire en tube, quoi. Et donc ils te font de la viande, c'est de la vraie viande mais sans le canard, quoi. Donc bref, c'est incroyable. Bling, pareil, je suis rentré au tout début, c'est monté à 200 millions de valo, là la CPR les a défoncés, donc c'est plus compliqué, mais bref, ça a monté. Caption, qui fait un peu ce que fait Blast, mais avec du late stage, c'est-à-dire que Caption, ils permettent aux employés de revendre leur BSPCE sur leur plateforme, super idée, etc. Je suis rentré au tout début, là je suis en train de sortir, ils nous proposent de sortir, pareil, je fais x6 en 1 an. Enfin, tu vois, je peux t'en citer à la chaîne, quoi. Les miraculeux, les gummies dont je vous ai parlé, je suis rentré à 2 millions de valo, je suis sorti à 17 millions 1 an plus tard. Et là, le but du jeu, en fait, puisque tu parles des valos, mais tu parles de valos latentes ou de valos réalisés? Ouais, là, je te parle des valos, la plupart où je disais je suis sorti, par exemple, Gourmet, Ziggy et compagnie, c'est des valos où je sors. Les miraculeux, pareil, je sors. C'est-à-dire que je récupère mon argent, je suis plus dans la boîte. Et donc, si tu veux, ce qui est incroyable, moi, j'essaie toujours de garder ce ratio, c'est que je dois avoir récupéré autant d'argent que ce que j'ai investi. Et du coup, ça me permet, tu vois, d'être flat. Et je me dis, même si toutes mes participations meurent, j'ai pas perdu d'argent. Et ça, je kiffe. Donc, c'est ce que je conseille aux gens. Alors, t'as besoin de 2-3 ans pour te retourner parce que tu peux pas commencer en janvier 23 et te dire en février 23, j'ai récupéré autant que j'ai mis. C'est pas possible. Mais tu vois, sur 2-3 ans, tu dois avoir ta liquidité. Et on dit souvent en startup que 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, non, mais attends, faut que t'ailles attendre x100, x1000. Non, je l'ai dit. Ziggy, j'ai fait un x3, j'ai pris. Caption, je fais un x5, x6, je prends. Miraculeux, j'ai fait x7, je prends. Parce que il faut pas forcément vouloir faire des x100. Il faut aussi faire des petits multiples de manière à sécuriser tes gros paris. Typiquement, Life. Life, je pense que c'est une licorne. Je pense qu'avec Life, je vais gagner 200 millions. Ok? Bon, eh bien, celui-là, je vais le garder jusqu'au bout. Je vais jamais le vendre. Parce que je pense que c'est game changer et que c'est une boîte qui peut vraiment t'apporter énormément d'argent. Et bien sur Life, je suis en risque maximum. Par contre, des petites boîtes où je me dis, bon, c'est une boîte qui fera maximum x20, bah si je prends x7, je suis très content, je les prends. Tu vois, 1 tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et quand est-ce que tu sais qu'il faut abandonner, que le truc n'est pas viable et qu'on passe à autre chose, quoi? Si tu vois que c'est vraiment pas viable, en général, c'est pas bon signe, c'est que les autres vont le voir aussi. Donc je suis jamais sorti en me disant ah c'est de la merde, faut que je m'en aille, parce que généralement c'est-à-dire que les autres le sentent aussi, tu vois. Mais moi c'est plus sur le truc où tout le monde s'excite sur la boîte. C'est un peu comme à la bourse, hein, c'est-à-dire que il faut acheter la rumeur, tu vois. Tu achètes la rumeur et tu la vends quand elle arrive. C'est-à-dire que quand tout le monde commence à s'exciter sur une start-up et que les valorisations commencent à gonfler, je reste très connecté, je me dis attends, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que je suis déjà content? Et il faut toujours essayer de relativiser, tu vois. Typiquement, on te propose un x10, là l'autre jour on me proposait un x10, j'hésitais. Et je parle avec mes potes de start-up, en start-up tout le monde pète un câble, tu vois, donc tout le monde dit ah non, x10 c'est con. Et puis là j'ai été voir un pote qui fait de l'immobilier.
Et je lui dis, ouais, écoute, je sais pas, j'ai une décision pas facile. Je dis, j'ai un x10 et tout. Il me dit, mais attends, je comprends pas. Il me dit, tu peux faire x10 sur ce que t'as investi il y a 2 ans. Je dis, oui. Il me dit, et tu veux pas vendre? Je dis, ben, j'hésite. Il me dit, mec, t'as rien compris. Vends tout de suite. Et en fait, un mec qui est rationnel dans l'immobilier, tu lui dis, tu fais x10 sur ton immeuble en 2 ans, il signe tout de suite. Tu vois, il se jette dessus. Et nous, le problème, c'est que les startups, parfois, t'es un peu fucked up parce que il y a tellement des possibilités délirantes que tu pètes un câble et c'est ce qui fait des bulles. Là, typiquement, on est dans un marché compliqué aujourd'hui parce que les investisseurs faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire que, sans donner de nom, il y a des startups en 2021-2022 qui faisaient 10, 20 millions de chiffre d'affaires qui étaient valorisés 4 milliards. Et les VC leur mettaient des cash out de 10, 30 millions. Ça veut dire que les fondateurs, ils prenaient 30 bars d'un coup. Alors que leur boîte, elle faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Et c'est là où toi, tu dois pas perdre pied et rester connecté. Et pourquoi c'est le moment d'investir? Certains vont me dire, ah oui, mais si c'est la crise, pourquoi faut y aller? Parce que justement, les gros investissements, les gros investisseurs sont frileux en ce moment, ne mettent plus d'argent parce qu'ils ont ce qu'on appelle des LPs. Donc les LPs, c'est des investisseurs des investisseurs. Et eux leur disent, n'y allez pas, je suis en train de perdre de l'argent dans l'immobilier, dans la bourse, partout, je veux plus de risques, donc je veux pas aller en start-up. Et là, t'as tous les VC qui lèvent les mains, qui lèvent le stylo, comme on dit. Plus personne ne veut signer. Et nous, c'est notre rôle en tant que BA, d'investir maintenant, parce que les valorisations, elles sont super faciles à négocier, parce qu'il y a plus d'oseille sur le marché, et donc les entrepreneurs, ils veulent absolument faire leur levée de fonds. Donc le mec qui venait te demander une valo à 10, il y a 1 an, tu lui donnes une valo à 2, il est très content. Et une fois que le cycle haussier va repartir, et il va repartir, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'économie mondiale de faire des vagues. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an. Et bien, à ce moment-là, les valos vont se réemballer et nous, on sera positionnés partout. Et c'est ça qui est cool. C'est quoi les cycles? Toi, tu dis que tu as investi vraiment fortement dans les startups depuis 5 ans. Tu as déjà vu un cycle en 5 ans ou c'est plus long que ça, en fait, les OCB? Non, ouais, c'est des cycles de 4-5 ans. Tu vois, moi, au tout début, quand j'ai commencé, les valos, elles étaient raisonnables. Ça commençait à s'emballer, mais c'était raisonnable. Et là, pendant 4 ans, c'est monté en puissance et ça devenait n'importe quoi. Là, ça a pété. Donc, on est reparti en bas. Mais c'est intéressant. Je lisais un article ce matin qui disait que les venture capitalistes, les investisseurs professionnels ont une réserve de cash incroyable. Et il y a une image très forte, c'est que t'as un barrage, ok, t'as un barrage qui est en train de se craqueler, et t'as l'oseille qui est en train de monter, donc c'est l'eau derrière, et t'as les startups en bas. Et les startups vont être inondées à nouveau d'oseille. La seule chose qu'on sait pas, c'est quand, tu vois. Et je pense que ça va prendre 6 mois. Moi, je pense que, allez, max mi-2023, ça va être encore calme, et fin 2023, ça va péter, et là, mais ça va redevenir n'importe quoi. Et nous, on sera très contents. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on sera déjà investi dans toutes les startups et elles vont pouvoir lever beaucoup plus. Et il y aura tellement d'argent à déployer que les fonds d'investissement seront prêts à dire on fait du cash out, on veut investir plus. Et donc, du coup, vu qu'on peut pas mettre plus d'argent en cash-in parce que sinon on va trop diluer la boîte, on veut racheter aussi les petits actionnaires qui sont à côté. Yes. Non, et puis de toute façon, ouais, on sent vraiment ton optimisme là-dessus et ton côté, ton mindset est bien acéré par rapport à ça. Et justement, je voulais juste, pour terminer un petit peu, parler en termes de mindset aussi, parce que c'est quelque chose qui te caractérise assez fortement en fait dans tout ton parcours d'investisseur en entrepreneur. Qu'est-ce qui pour toi fait ta motivation et qu'est-ce qui fait que tu ne lâches jamais en fait? Je pense que j'ai déjà la chance d'être assez énergique, tu vois, donc j'ai pas besoin de me forcer beaucoup. Au contraire, je prends plutôt des médicaments pour me calmer que l'inverse. C'est pour ça que je bois pas de café, pas de jus d'orange et tout, sinon je dors pas, quoi, tu vois. J'ai vraiment un problème à ce niveau-là. Et en vrai, c'est que je suis passionné. C'est-à-dire que à un moment, j'étais en direction juridique après mes études de droit. J'étais en PLS, quoi. J'étais au bord du suicide, tu vois. Et donc j'avais pas du tout la même énergie parce que quand tu fais ce que t'aimes, j'ai pas l'impression de travailler là, tu vois, je parle avec toi, je suis pas du tout en train de me dire putain, vivement que ça finisse, je suis content. Tu sais, limite, j'ai envie que ça dure parce que je trouve ça cool, j'adore parler de start-up et tout. Et donc, une fois que t'as compris ce qui t'épanouissait, bah tu vas creuser et tous les jours je travaille, mais en réalité, je travaille pas vraiment, j'apprends, c'est comme je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un surfeur qui adore le surf. Quand le matin, il prend sa planche et qu'il voit des méga tubes en face de la plage, il se dit pas putain je vais être fatigué aujourd'hui, je vais devoir beaucoup surfer, beaucoup ramer. Non, il est trop content parce qu'il va prendre du plaisir quand il va rider, quoi. Mais moi c'est la même chose le matin quand je me lève et que je vois des super startups qui arrivent à des bonnes valorisations et tout, ben je suis content, quoi. Et du coup ça me donne envie de me dépasser. J'ai aussi cette revanche quasiment générationnelle, tu vois, que je veux porter
parce que moi j'ai vraiment galéré quand j'étais jeune et j'ai vu toutes les injustices de la vie et tu vois, j'ai une sorte de vengeance quasiment à aller chercher et je veux qu'elle soit plus large que moi, quoi. C'est-à-dire que ma réussite, je m'en fous un peu dans le sens où tu vois, j'ai déjà largement assez d'argent par rapport à d'où je viens, je manquerai plus d'argent. Mais ce que je veux, c'est faire en sorte qu'un maximum de personnes dans les mêmes conditions que moi quand j'étais jeune, puissent réussir, puissent prendre leur destin en main, puissent devenir investisseurs, puissent devenir entrepreneurs et puissent s'épanouir tout simplement. Et souvent quand je regarde les réseaux sociaux de mes anciens potes de Bordeaux quand je suis né et tout, même si on se parle plus, et je vois qu'ils ont pas bougé d'un iota, tu vois, je vois qu'ils sont toujours au même endroit, ça m'angoisse et je me dis putain, il faut vraiment changer les choses pour que tout le monde puisse y arriver, parce que aujourd'hui c'est un microcosme très parisien, très élitiste qui se reproduit. Il y a une reproduction sociale terrible. Les gens se rendent pas compte en fait. Les gilets jaunes ont été dans la rue parce que l'essence a augmenté de je sais pas 1 € là ou je sais pas quoi. Mais s'ils voyaient la réalité, mais ce serait une guerre civile en fait qu'il y aurait en France, une guerre civile. Heureusement, les très riches que je fréquente ne savent pas que les très pauvres existent et les très pauvres que je connais ne savent pas que les très riches existent. Et donc moi, si tu veux, j'ai une position un peu chelou de grand écart où je sais que ces deux mondes n'ont même pas conscience de l'autre et c'est assez fou d'un point de vue sociologique, tu vois, à voir. Et mon objectif, c'est pas du tout de les stigmatiser, les ostraciser, les opposer. Mon objectif, c'est plutôt de réussir à les rassembler en remettant la méritocratie au cœur de la société. Ouais, donc tu veux vraiment créer du lien finalement. J'ai l'impression que ton fort aussi dans ton caractère et autres, c'est le réseau, on en parlait, mais le réseau, le lien, l'aspect vraiment positif que tu peux trouver des uns et d'autres, parce que comme tu dis, en fait, c'est deux mondes qui peut-être se détestent au final. Ouais, tu n'aimes pas la différence, hein, c'est classique. Tu vas essayer de trouver des gens qui te ressemblent. Et c'est le biais que j'essaie d'éviter, évidemment. Moi, quand j'investis dans les startups, je veux pas forcément des gens qui ont mon profil parce que tu te rapproches toujours de ceux qui te ressemblent. Il y a des expériences sociales qui ont été menées très fortes. T'es au fin fond du Burkina Faso, t'es blanc parisien, t'es dans un bus et que t'as 50 étrangers et une personne blanche au fond du bus qui parle français. Immédiatement, tu vas voir la personne française parce que tu sais qu'il a la même culture que toi, il va manger les mêmes choses, il va avoir les mêmes habitudes, et donc tu vas te rapprocher de lui, et donc c'est normal. Mais c'est aussi ce qui fait que les sociétés aujourd'hui sont très clivées, très, tu vois, groupées entre elles, et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter naturellement. Et si aujourd'hui, demain, tu perdais tout, ce qui, je crois, d'après tes interviews que j'ai écoutées, t'es déjà arrivé. Mais si aujourd'hui tu perds tout, tu vois, et t'as pas non plus l'occasion de profiter forcément de ton réseau ou ta notoriété actuelle, par où tu commences? Qu'est-ce que tu fais ensuite, quoi? C'est intéressant, c'est un peu ma seule peur, hein. C'est-à-dire que j'ai pas peur de grand-chose, sauf de redevenir pauvre, parce que je sais ce que c'est. Et les gens qui disent l'argent, truc, moi je sais à quel point, tu vois, quand à la fin du mois tu dois rationner ta bouffe parce que tu sais pas comment tu vas finir le mois, c'est compliqué. Donc j'ai fait en sorte déjà de dérisquer au maximum en investissant dans plein de supports différents, même si je suis très concentré en startup. C'est-à-dire que j'ai 80%, je pense, de mon argent, de mon patrimoine qui est en start-up, mais les 20% qui restent, tu vois, sont quand même sécurisés. J'ai pris le moins de risques possible à côté pour compenser, tu vois, ce risque start-up. Mais si, admettons, je perds tout pour une raison XY, je ferai exactement ce que j'ai dit au début du podcast, c'est je me mets sur une verticale que je connais très bien. Je deviens un top guys. Tu vois, il faut essayer de te dire, je deviens un top 10, top 20 dans le monde. Et une fois que tu es ce top 10, top 20, tu peux lancer n'importe quoi, les gens te suivront, tu vois. Donc est-ce que c'est des startups aujourd'hui, c'est des startups, peut-être que dans 10 ans les startups seront mortes, j'en sais rien, tu vois, ça m'étonnerait puisqu'on a toujours besoin de création d'emplois, on a toujours besoin de nouvelles sociétés, etc. Mais admettons, eh bien on se mettra sur un autre sujet et je crois que l'humain n'est plus limité aujourd'hui à avoir un seul métier, un seul domaine de compétences. Tu vois, à l'époque tu rentrais chez Coca-Cola, tu travaillais 35 ans chez Coca-Cola, tu commençais vendeur et tu finissais directeur de je sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, les gens, ça les fait plus kiffer, ça. Les gens, ils veulent visiter, ils veulent voyager, ils veulent découvrir de nouvelles choses, ils veulent rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que dans quelques années, moi, il y aura même plus la notion de pays. C'est-à-dire que, tu vois, la politique va évoluer, on sera citoyen du monde, hein, même si c'est un peu cliché. Les gens ont plus envie d'avoir de limitations.
Et donc c'est terminé le truc où tu bossais pour une boîte et tu faisais du juridique toute ta vie. Donc je me réinventerai, j'apprendrai à nouveau et j'essaierai de trouver surtout un truc qui me fait kiffer, parce que je sais que quand t'as trouvé le plaisir au quotidien, à ce moment-là tu travailles plus, quoi. Et donc si tu peux gagner de l'argent sans travailler, ou en tout cas sans souffrir en travaillant, bon, c'est déjà exceptionnel. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est cool. On arrive, c'est un petit peu sur la fin de l'entretien. Il y a énormément de trucs encore à dire et je prends beaucoup de plaisir et merci pour ça. Est-ce que tu pourrais te donner peut-être pour les gens qui veulent aller plus loin sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, quelles sont pour toi les ressources indispensables à mettre entre les mains de personnes qui veulent en savoir plus? Déjà, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Blast Club ou Anthony Bourbon, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, bon bref, on est un peu partout. Il y a beaucoup d'articles sur Blast Club, blast.club, et même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez avoir beaucoup de contenu de manière à commencer à vous former. Peut-être que vous n'allez pas investir tout de suite avec nous, mais peut-être que ce sera que dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, mais au moins vous allez vous préparer, et ça c'est super important. Et puis après, il y a énormément de podcasts comme le tien, comme Génération Do It Yourself, comme Gary Vee aux États-Unis, qui mettent du contenu au quotidien. Vous pouvez lire des bouquins, évidemment. J'ai écrit un bouquin, moi d'ailleurs, qui s'appelle Forcez votre destin, où on parle beaucoup de start-up et comment investir, comment entreprendre. Il y a aussi Start With Why qui me semble très intéressant. Start With Why, c'est le livre de Simon Sinek où il explique pourquoi il faut trouver sa passion, etc. Et sinon, si vous voulez aller encore plus loin, sur mon site perso anthonybourbon.com, vous avez tous les livres de start-up que je recommande. Alors là, il y en a, je sais pas, une 50aine. Donc vous avez de quoi faire. C'est tous les bouquins qui vraiment sont inspirants, vont expliquer comment réussir, ou en tout cas essayer d'apprendre un maximum de choses sur l'univers startup et vous aurez de quoi faire jusqu'à la fin de l'année là. Ouais, c'est clair. 50 bouquins, ça va aller, quoi. Bon, top. Merci beaucoup, Anthony, pour ton énergie. J'ai vraiment kiffé et très bon succès à toi pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!